Merci. Oui, je disais merci beaucoup d'être présent et présente pour ce webinaire de restitution de l'enquête qu'on a menée avec l'association Alterfix. Euh, on voit du coup que dans les personnes présentes, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices très variés, des chambres d'agriculture, des GAB, des ADR, la COP des territoires, le CIVAM. C'est chouette parce que ça montre que le sujet pose des questions et j'imagine qu'on a un peu tous les mêmes questionnements. Et donc c'est chouette de pouvoir se retrouver pour échanger dessus. On va commencer par une petite présentation des trois intervenants qu'il va y avoir cet après-midi. Donc moi, je me présente, je suis Pauline Morel, salariée de l'Alterfix depuis juin et en service civique avant avec l'association. J'ai participé à mener cette enquête, notamment en menant les entretiens. Et je passe la parole à Yves qui va animer avec moi. Oui, Yves Madeline, retraité de la recherche appliquée en élevage, depuis plusieurs années déjà, et donc je participe à l'association Alterfix, là, qui a démarré dans le bocage ornais, que William va présenter, et je suis impliqué au niveau de la gouvernance de l'association, mais également dans la mise en œuvre des actions développées par l'association, notamment les camps et les week-ends où on accueille les porteurs de projets. Voilà. Merci. Et William, si tu veux te présenter. Oui. William Petipa, je suis en charge de la coordination FX depuis cette année. Merci. Eh ben, je vais pouvoir commencer à partager Peut-être, l'écran. Ah, on peut faire présenter peut-être Maïté tout de suite, non, qui va intervenir après. eh ben, euh, oui, allons-y. Maïté, si tu veux te présenter. Bonjour, moi c'est Maïté Martinez et je travaille à la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence. Merci beaucoup. Alors, je vous propose un partage d'écran pour avoir le support sous les yeux. Hop. Euh, pour redonner un peu une vision du déroulement, l'idée de ce webinaire, c'est de commencer par présenter l'association Alterfix parce que c'est une demande qui est pas mal revenue dans les inscriptions, d'avoir plus d'infos sur les actions de l'asso. William prendra le temps de présenter les actions et les démarches de l'association. Ensuite, on reviendra sur l'enquête, la méthode qu'on a utilisée, mais aussi évidemment les résultats et qui seront appuyés par le retour d'expérience de Maïté à la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence. Je tiens à préciser il y a d'autres structures qui avaient donné leur accord pour participer à ce retour d'expérience et qui finalement, pour des raisons d'agenda, n'ont pas pu être présentes. C'est l'expérimentation de la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence uniquement qui sera présentée cet après-midi. Et puis on terminera du coup avec une discussion. Donc l'idée c'est d'avoir quand même 30-45 minutes de discussion pour avoir à la fois des questions éventuelles s'il y en a, et puis aussi des retours d'expérience de vos territoires dans vos structures, les difficultés ou les leviers que vous avez pu identifier pour continuer du coup ce partage d'expérience. Et du coup, sans plus attendre, je laisse la parole à William pour la présentation de la soupe. Alors, FX, Ah, attends, je vais couper mon micro et comme ça on peut t'entendre. Tu mets ton micro sur ton ordi. ok. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Super. Donc Alterfix, c'est né en 2021 de la rencontre entre plusieurs personnes, et notamment 8 personnes qui ont fait le constat, comme tant d'autres ici autour de la table, de la difficulté de reprendre des fermes. C'est 8 personnes qui se sont réunies dans le bocage ornais, donc à l'ouest, nord-ouest de l'Orne, c'est une région où il y a beaucoup de fermes d'élevage et où
les fermes, enfin, des fermes laitières sont parfois compliquées à reprendre, mais néanmoins nécessaires à la préservation de la biodiversité, du paysage et puis de l'alimentation. Et donc, elles ont commencé à travailler sur des scénarios de reprise de ferme et se sont dit, c'est intéressant, mais il faudrait qu'on aille plus loin de travailler sur du temps long et de travailler sur la rencontre entre des porteurs de projets, des agriculteurs qui cherchent à céder leur ferme ou qui cherchent des associés, et aussi des citoyens. Et donc c'est comme ça que ça a donné lieu au premier camp Alterfix qui s'est monté en 2022, qui a duré 3 semaines. Et donc là, il y a eu trois camps Alterfix qui ont eu lieu depuis 2022. L'idée, ça a été de mettre en place un réseau assez territorialisé et d'avoir un support pour de l'animation permanente sur ces questions-là, sur le renouvellement des générations agricoles, et de favoriser aussi la venue de nouvelles personnes dans le bocage ornais, mais aussi d'aider des personnes qui sont pas issues du milieu agricole, qui n'ont pas tous les codes, qui n'ont pas les parents, qui n'ont pas le foncier derrière, etc., de pouvoir se projeter dans un métier agricole, voire une installation. Donc, il y a eu ces camps qui ont été mis en place, mais aussi des week-ends tout au long de l'année et des événements un peu plus impromptus pour travailler aussi le lien avec la population locale sur les enjeux du renouvellement des générations agricoles. Dans les camps, qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup des visites de ferme, mais aussi des ateliers thématiques, des scénarios de reprise de ferme, des rencontres avec des agriculteurs, des rencontres avec les acteurs qui accompagnent à l'installation, donc pas mal de personnes qui sont là à ce webinaire. Euh, voilà. On nous pose souvent la question de qu'est-ce que ça a permis derrière. Ben, c'est toujours un peu difficile de quantifier les choses. Et puis l'installation, c'est vraiment quelque chose sur du temps long. Et là, nous, on est une toute jeune association encore. Donc on fait pas des miracles, mais en fait, on permet quand même de venir conforter des envies d'installation, d'accompagner au plus près les parcours des personnes qui souhaitent se projeter là-dedans aussi dans une démarche collective et d'éducation populaire. Donc, on n'est pas là pour apporter un savoir-faire tout prêt, mais vraiment pour que les personnes qui sont là s'entraident et se nourrissent mutuellement, mûrissent leurs projets ensemble, éventuellement se rencontrent et que ça amène à créer des collectifs. Et donc, il y a 150 personnes à peu près qui sont passées sur les différents camps et week-ends d'Alterfix sur ces 3 dernières années et à peu près 20-25 personnes qui ont rejoint le bocage ou qui ont conforté leur envie de travailler ou de s'installer dans le bocage. Donc, ils sont venus soit là pour travailler dans le milieu agricole, service de remplacement, maraîchage, etc. Et on compte 8 personnes qui ont créé une activité agricole ou para-agricole ou qui se sont installées. L'idée, c'est aussi que ça permet de créer du lien entre des cédants et de les accompagner dans la réflexion sur le rapport à la transmission. Et ce qu'on tient à dire aussi, c'est que on n'est pas là pour se substituer aux partenaires qui font déjà des choses. Donc, on travaille pas mal en partenariat avec les différentes structures qui accompagnent à l'installation et à la transmission. Mais on cherche plus à voilà, essayer de créer une effervescence à un moment T pour ensuite rediriger les gens vers les différentes offres qui existent et pouvoir compléter cette offre à travers des propositions qui sont plus peut-être sur le collectif, sur la restructuration des fermes, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a eu 3 camps Alterfix dans l'Orne, mais le projet a plu et du coup, ça a aussi essaimé en Mayenne depuis 2024 et aussi en Lot-et-Garonne depuis cette année. Donc là, en 2025, on est fiers de pouvoir dire qu'il y aura eu 3 camps Alterfix. Et puis, ça ne s'arrête pas là, ça continue. On continue de recevoir des sollicitations de pas mal de territoires. Donc, on est en train de réfléchir à essaimer et à structurer un réseau un peu plus pérenne. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter ou ça fait déjà une bonne introduction. Ouais, carrément. Merci. Merci William. Et du coup, ouais, peut-être pour compléter et pour expliquer un peu la démarche qui a mené à cette enquête,
Du coup, dans le cadre de nos actions, on a pu constater que le recrutement des porteurs et porteuses de projets pour les amener vers l'accompagnement se faisait par des canaux assez accessibles, mais que finalement, le fait d'aller chercher les cédants était plus compliqué, les cédants et les cédantes. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu travailler sur cette enquête. euh, dont je vais présenter maintenant la méthode en commençant par le constat que de toute façon j'imagine qu'on partage tous, étant donné qu'au niveau du territoire national, on est à 2 installations pour 3 départs, donc on n'est pas sur un renouvellement des chefs d'exploitation. Euh, Qu'au moment du recensement agricole de 2020, la moitié des fermes étaient dirigées par des exploitants de 55 ans et plus. Et donc, on peut estimer qu'entre 2020 et 2030, on a la moitié des chefs d'exploitation qui vont partir en retraite. Et que enfin, à chaque changement de main, ce sont 2 tiers des fermes qui partent à l'agrandissement. Et donc, voilà, ce constat est général. Euh, euh, et peut-être de dire qu'en face, les dynamiques d'installation sont différentes aujourd'hui. On n'est plus sur des dynamiques d'installation intrafamiliales, mais sur des nouveaux installés qui ne sont pas des héritiers. Et ça, c'est l'étude d'Agrinovo qui a été publiée, je crois, en mars dernier, qui visibilisait bien que c'est 44% des jeunes installés qui ne sont pas des héritiers, donc qui sont ce qu'on appelle non issus du milieu agricole. Euh, donc, euh, donc voilà, une dynamique de renouvellement des générations qui change et qui du coup mène à se poser cette question de comment est-ce qu'on amène, enfin comment est-ce qu'on connecte en fait les futurs cédants avec les futurs installés. Euh, et sachant que le parcours à l'installation et à la transmission rencontre nécessairement des freins, enfin en tout cas rencontre actuellement des freins. Pour les agriculteurs et agricultrices cédants, on identifie dans la littérature sociologique notamment des freins psychologiques, économiques, administratifs, mais aussi des freins sur le foncier, sur la structuration des fermes. Et puis en face, les porteurs et porteuses de projets agricoles rencontrent également des freins à peu près du même ordre. Et c'est là du coup que l'accompagnement peut avoir un impact important pour pallier ces freins. Et donc, ce qu'on identifie avec Alterfix, c'est que le passage d'un porteur, d'une porteuse de projet agricole vers l'accompagnement se fait assez facilement. En revanche, pour un agriculteur ou une agricultrice cédant, ça se fait souvent plus difficilement, étant donné que ce sont des parcours individuels, presque intimes, qui restent souvent dans les cercles de sociabilité proches et qui donc sont difficiles à sortir et donc enfin, des situations qui sont difficiles à identifier et donc à accompagner. Et donc nous, c'est vraiment sur ce point-là du recensement et du repérage des fermes qui n'ont pas de repreneur ou qui sont en difficulté sur le projet de transmission qu'on a voulu se concentrer. Et du coup, on a commencé par identifier les acteurs qui avaient potentiellement un impact sur ce moment-là du parcours vers la transmission. Et donc, dans les acteurs qui ont un impact, il y a les acteurs qui ont connaissance de potentiels blocages dans le parcours de transmission, mais aussi des acteurs qui ont connaissance d'un projet futur de transmission par anticipation. Et je pense notamment à la MSA qui a accès à l'âge des agriculteurs et des agricultrices. Euh, mais du coup, on a remis ici que donc il y a aussi les acteurs de l'accompagnement agricole qu'on identifie assez facilement, la SAFER, la Chambre d'agriculture, le réseau Impact, les CUMA, mais également des acteurs un peu plus éloignés, comme les syndicats des eaux, les parcs naturels régionaux, ou aussi les coopératives ou même les banques ou les comptables. Donc l'idée ici, c'est de montrer que tous ces acteurs
ont une place dans ce repérage des cédants et de se questionner sur comment est-ce qu'on arrive à une coopération euh, pour effectuer ce travail. Du coup, pour approfondir un peu sur la méthode qu'on a construite pour mener ce travail d'enquête, euh, on s'est appuyé d'abord sur le projet Récolte qui a été mené par l'INRAE et Terre de Liens, qui rassemble donc des initiatives inspirantes sur une plateforme en ligne. Et puis, on s'appuie également sur le bouche à oreille et des recherches bibliographiques. Tout ça nous a permis d'identifier des initiatives qui nous ont paru intéressantes et potentiellement inspirantes et qu'on a rencontrées au travers d'une quinzaine d'entretiens. Et donc, à partir de ce travail-là, on a établi du coup une synthèse écrite, le webinaire de cet après-midi, et puis on va approfondir en essayant de travailler sur le territoire de l'Orne pour voir comment on peut se saisir de ces inspirations. Petit point de vigilance, du coup, pour dire que c'est pas une enquête qui a vocation à être exhaustive, c'est une enquête qui a vocation à mettre en avant des initiatives qu'on a pu rencontrer. C'est pour ça que si vous voyez, vous avez connaissance ou vous vivez vous-même des initiatives qui sont intéressantes à partager, n'hésitez pas à le faire pendant la discussion de tout à l'heure. Euh, et puis, enfin, oui, du coup, on a établi une sorte de classification à partir de ce travail d'enquête. Mais à nouveau, du coup, la classification n'est pas figée, c'est simplement pour faciliter la lecture et mettre en lumière des méthodes spécifiques. Et puis, cette enquête pourrait également être approfondie, notamment en interrogeant des CUMA ou des coopératives. Enfin, voilà, il y a tout un type d'acteurs plus économiques qu'on n'a pas pu rencontrer, et également de pouvoir enquêter auprès de cédants et cédantes eux-mêmes pour comprendre un peu mieux le parcours qui mène à la transmission et quels sont les éléments qui peuvent lever les points de blocage dans le parcours de la transmission. Mais bon, là, c'est un tout autre travail. Pour l'instant, on reste sur la présentation de ces initiatives. Donc, je vais commencer maintenant la présentation de la catégorisation qu'on a établie euh, en se basant sur les entretiens qu'on a pu mener. Euh, donc, on a trois types d'initiatives qu'on a pu identifier. La première, c'est la mobilisation de personnes ressources. Euh, donc, je vais approfondir après chaque catégorie, mais c'est simplement pour avoir une vision globale sur cette slide-là. Donc, d'abord, la mobilisation de personnes ressources avec le CIVAM d'Ille-et-Vilaine qui organise un porte-à-porte transmissibilité, Val-de-Garonne Agglomération qui, à travers le plan alimentaire territorial, s'est appuyé sur ce porte-à-porte pour effectuer un diagnostic de son propre territoire. Et puis enfin, le parc naturel régional du Haut-Languedoc qui a formé des élus pour qu'ils soient des élus sentinelles. La seconde catégorie, ce sont les comités locaux, qu'on appellera plutôt les groupes locaux d'échange sur l'installation de transmission, parce qu'il n'y a pas que des comités locaux. Mais donc là, ça se décline de plusieurs manières en fonction des, des acteurs présents sur le territoire et engagés. Et puis enfin, le partage à partir d'une base de données un peu plus formalisée. Et là, donc, on verra qu'il y a deux types de partage de données qu'on a pu découvrir. L'une en s'appuyant sur les données de la MSA et l'autre en s'appuyant plus sur des bases de données ad hoc créées par les collectivités locales. Je vais donc commencer sur la mobilisation des personnes ressources. Euh, En fait, ces initiatives s'appuient vraiment sur le constat qu'il y a besoin d'établir un lien de confiance avec les personnes. Donc, en l'occurrence, c'était des enquêtes, donc avec les personnes enquêtées, mais du coup, établir un lien de confiance avec les agriculteurs et agricultrices cédants. Euh,
Et donc, ces initiatives permettent du coup de former des personnes ressources pour à la fois leur permettre d'être plus légitimes dans leur action, d'avoir connaissance des actions qu'elles peuvent porter, et puis aussi une mise en mouvement sur le terrain, sur le territoire. Et donc, je vais développer maintenant l'initiative des élus sentinelles du parc naturel régional du Haut-Languedoc. En fait, ce qui avait été fait d'abord, c'était de former les élus un par un, et puis se rendant compte que finalement, c'était intéressant d'aller à une échelle plus large. Le choix a été fait de contacter directement une collectivité, une communauté de communes, donc une collectivité locale, pour faire 4 journées de formation avec les élus tous ensemble. Donc 19 élus se sont présentés. Et donc ces 4 journées de formation ont permis à la fois une sensibilisation, la formation aux outils qui sont à leur disposition, des rencontres avec les acteurs, et puis aussi finalement la création d'un réseau pour que ces élus puissent être en contact de manière continue après ces 4 journées de formation, et continuer de partager sur les situations qu'ils rencontrent sur leur territoire, les leviers qu'ils identifient collectivement. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de pair à pair pour se soutenir sur l'identification de situations potentiellement bloquées de transmission de ferme sur les territoires. Voilà pour la mobilisation de personnes ressources. Surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat, on pourra y répondre pendant la discussion après. Donc je continue avec la deuxième catégorie. Ce sont donc les groupes d'échanges locaux qui prennent souvent la forme d'un comité local installation transmission, mais ça peut s'appeler aussi comité local installation foncier pour la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Et enfin le pôle ressources pour Valence Roman Agglomération. Mais donc l'idée ici, c'est de s'appuyer sur cette problématique enfin, de structurer une coopération entre des acteurs qui sont divers, qui potentiellement se connaissent pas forcément, même s'ils travaillent sur les mêmes sujets. Là, en fait, ça va être une structure qui va, par le biais de ce comité local, créer une coopération autour du sujet donc du repérage de cédants et puis de situations bloquées. Euh, donc les structures qui font partie de ces comités locaux varient vraiment en fonction des initiatives. On voit que pour prendre 2 exemples un peu éloignés, pour Terre de Liens Alsace, les comités locaux installation transmission, enfin, c'est vraiment des comités très locaux, du coup, qui s'appuient sur les élus locaux, les citoyens, des agriculteurs et agricultrices retraités. Et puis, à l'inverse, la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc, ça va être un comité local qui est réparti en plusieurs conseils, donc un élargi dans lequel il y a la Chambre, la SAFER, la CUMA, la DEAR, et puis un plus restreint pour des discussions plus techniques. Mais donc voilà, ça dépend aussi des acteurs qui sont présents et qui sont impliqués sur le sujet au moment de la création de ces initiatives. Euh, et puis, que dire d'autre? Ah oui, aussi sur les comités locaux, la forme que va prendre l'action du comité local peut varier. On voit que Terre de Liens Alsace, le choix a été fait de réaliser une cartographie pour avoir un support pour souligner un peu l'action du comité local. Euh, Là où, ben, dans la communauté de communes de Dieulefit, c'est plus une veille avec des ateliers qui sont mis en place, mais donc il n'y a pas forcément d'outils spécifiques qui a été formalisé. Et puis je vais peut-être approfondir maintenant sur le comité local de Terre de Liens Alsace, où en fait ça a été enfin, le parcours, l'historique qui a mené à la création de ces comités locaux est assez intéressant, puisque c'est parti d'un diagnostic transmission qui a été demandé par 3 communes.
pour avoir une compréhension plus fine des freins à la transmission et en fait, de la situation générale des transmissions sur ce territoire qui est un territoire de montagne. Et à l'issue de la présentation des résultats de ce diagnostic, euh, les acteurs qui étaient présents, et donc notamment des agriculteurs et agricultrices qui avaient été interrogés dans le cadre de ce diagnostic, ont exprimé le souhait de mettre en place des comités locaux euh, sur le territoire. Euh, et de souligner aussi que au sein de ces comités locaux, donc il y a un suivi des dossiers de transmission et donc un partage d'informations potentiellement confidentielles ou en tout cas d'informations personnelles sur les situations. Et donc enfin, les personnes qui font partie des comités locaux signent en amont une charte de confidentialité pour assurer que ces informations ne sortent pas des comités locaux. Euh, voilà pour ce qui est des groupes locaux de partage d'informations. Et puis maintenant, la troisième catégorie, c'est le partage à partir de bases de données spécifiques. Donc là, c'est des méthodologies qui sont un peu plus techniques parce que ça s'appuie donc sur des outils spécifiques. Euh, et puis, oui, du coup, après, il y a évidemment un dispositif d'animation qui est mis en place pour s'approprier ces données et pour les traiter, en fait. Donc, c'est pas simplement la formalisation d'outils qu'il faut penser, c'est aussi le dispositif d'animation qu'il y a derrière. Mais donc là, on a identifié un peu deux méthodes principales d'appui sur une base de données. La première méthode, c'est de s'appuyer sur des bases de données déjà formalisées. Et je pense là-dessus notamment à la DICA, déclaration d'intention de cessation d'activité, où en fait, pour reprendre un peu, je ne sais pas à quel point c'est enfin, un dispositif qui est connu par tout le monde ici, du coup je me permets de le réexpliquer, mais donc la MSA envoie un rappel d'inscription, enfin un rappel pour que les agriculteurs et agricultrices effectuent cette déclaration aux alentours des 57 ans, il me semble. Et donc la MSA possède cette liste d'envoi des rappels. Et donc, c'est une base de données qui existe et donc sur laquelle la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence s'appuie et je laisserai Maïté approfondir le sujet. Pour Terre de Liens Alsace et la cellule foncière de Mulhouse, c'est sur les données de la DRAF et de la DDT que Terre de Liens et Bio Grand Est ont pu s'appuyer, notamment en s'appuyant sur la légitimité des collectivités à demander ces données auprès des administrations. Voilà, donc mais donc à nouveau, il y a cette question du respect de la confidentialité des données qui évidemment doit être formalisée aussi. Et donc ça, c'est pour la première méthode de partage de bases de données. C'est donc sur des bases de données préexistantes au sein des administrations. Et puis une seconde méthode de partage de bases de données, c'est sur des bases de données créées de manière ad hoc par des plateformes Internet, en fait, des observatoires, enfin, qui s'appellent assez facilement des observatoires. Et donc, je pense notamment à la métropole de Rouen-Normandie et la communauté de communes de Erdre-et-Gèvres qui ont mis en place des plateformes. Donc, la collectivité propose une plateforme sur Internet pour que les porteurs de projets et les cédants s'inscrivent en donnant leur accord enfin, pour que leur situation soit suivie. Et ensuite, au sein de groupes de travail technique qui rassemblent du coup une diversité d'acteurs de l'accompagnement, ces données sont traitées mais donc avec l'assurance que les cédants et les porteurs de projets ont donné leur accord pour le partage de leurs données. Euh, voilà. Et donc pour approfondir un peu sur la communauté de communes de Erdre-et-Gèvres, il y a ensuite, une fois que ce partage de données est fait, la création de groupes locaux au besoin pour débloquer les situations qui le seraient potentiellement.
Euh, voilà, peut-être revenir, oui, rapidement sur les du coup différentes méthodes pour bien assurer le respect des données personnelles, parce que c'est un sujet qui a été pas mal soulevé pendant les entretiens. Donc on a, nous, du coup, identifié trois méthodes qui sont ressorties des expérimentations qu'on a pu voir. D'abord, un partage partiel de l'information au sein des comités locaux installation-transmission. Du coup, ce qui est partagé, c'est potentiellement uniquement le nom et la commune, ou alors pas le nom, simplement la situation. Et puis, le contact direct, c'est la personne ressource ou la personne référente qui en est le garant ou la garante et qui peut faire le lien après, mais donc il n'y a pas de contact qui est partagé pendant ces groupes d'échanges. Donc ça, c'est pour le partage partiel de l'information. Une seconde méthode, c'est la signature d'un accord, donc notamment sur les plateformes d'inscription d'observatoires dont je parlais tout à l'heure de Rouen-Normandie ou de Erdre-et-Gèvres, ou bien directement par l'agriculteur et l'agricultrice rencontrés lors d'un porte-à-porte spontané, comme à Val-de-Garonne Agglomération. Et puis, du coup, la troisième méthode, c'est une charte de confidentialité, comme a mis en place notamment Terre de Liens Alsace. Euh, voilà pour le focus du respect des données personnelles. Et je pense que je vais pouvoir maintenant donner la parole à Maïté. Et puis on reviendra peut-être après sur les enseignements. Et Maïté, est-ce que tu veux euh, prendre la suite? Je vais tenter de gérer techniquement le partage d'écran parce que je vous ai quitté involontairement suite à un problème informatique. Ok, alors je peux t'ajouter. Ah, c'est bon. Bon, bah super. Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon, ouais. Oui, très bon, très bien. Alors, un instant, parce que je n'ai pas tout à fait partagé ce texte. Voilà. Bon, bah déjà, merci beaucoup de m'avoir permis de participer à cette enquête. C'est intéressant de pouvoir découvrir ce qui peut se passer sur notre territoire et de parfois s'en inspirer aussi. Donc là, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous présenter, enfin la demande qui m'a été faite, c'était de vous présenter le dispositif de repérage des cédants tel qu'il est mis en place au département. Pour aller un petit peu plus loin, pour me présenter, donc je m'appelle Maïté, je suis géographe de formation, je suis pas ingénieure agronome. Je suis spécialisée en géographie rurale. J'ai travaillé 10 ans dans un ADA et puis en 2019, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence. Et aujourd'hui, mes missions, c'est de m'occuper du point accueil et transmission et de toutes les actions en lien avec la transmission sur à peu près la moitié de mon temps. Je fais également des déclarations de PAC. Je suis conseillère référente PPP. Et depuis 3 ans, je me forme à l'agriculture de groupe et je suis désormais accompagnatrice et médiatrice en agriculture de groupe, accréditée par GAEC et Société. Voilà, ça c'est pour ma petite présentation. Je... Avant de vous présenter ce que c'est les comités locaux, je voulais vous poser le contexte dans lequel ce dispositif est intervenu dans notre département. C'est quelque chose qui s'est fait sur le temps long. En 2008, ça a été le cas pour beaucoup de chambres d'agriculture. On a repris la gestion du répertoire départ-installation dans notre département, qui est un répertoire qui permet de publier des offres de transmission et de mettre en relation des candidats et des cédants. En 2012, à la Chambre d'agriculture du 04 sont organisées les assises de la transmission sur cette thématique-là, qui est déjà à l'époque, ça préoccupait les qui étaient présents. Et à l'issue de ces assises, il y a eu un plan d'action qui a été mis en place, qui a été en tout cas réfléchi, et qui a débouché en 2015 avec la création des comités locaux de transmission en partenariat avec la MSA. Et il y a une convention de partenariat qui a été faite sur les déclarations d'intention de cessation d'activité. Je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. En 2017, il y a eu un état des lieux régional sur la transmission
PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce fut la préfiguration des points accueil transmission avec des crédits physiques. En 2018, il y a eu une journée régionale de réflexion et d'échange sur l'accompagnement de la transmission AITA. Pour ceux qui savent ce que c'est accompagnement, installation, transmission en agriculture, c'est des crédits du ministère. Et puis en 2019, ça va véritablement se concrétiser grâce à une convention opérationnelle, Chambre régionale d'agriculture et Conseil régional PACA. Et cette convention s'intitule Accompagner la transmission des exploitations agricoles. Et cette convention, elle comprend la création et l'animation des points accueil transmission sur tous les départements de la région PACA, l'organisation de la quinzaine de la transmission, le repérage précoce des cédants et la montée en compétences des conseillers transmission. Et donc moi j'arrive là en 2019 avec cette convention-là et je suis recrutée pour accompagner la mise en place du point accueil transmission et toutes les actions qui sont en lien avec ça, dont le repérage précoce des cédants et le suivi pluriannuel de ces cédants. À l'issue de cette convention avec le Conseil régional, la Chambre d'agriculture du 04 va établir 12 conventions de partenariat avec des structures départementales autour de cette question de la transmission et plus spécifiquement sur le point accueil transmission, un peu à l'instar de ce qui existe sur le point accueil installation, où on s'engage à communiquer sur les différents partenaires qui sont présents sur le territoire. Et donc, oui, pardon, je reviens un peu en arrière. C'est juste pour vous expliquer pourquoi je fais tout ça. C'est pour vous expliquer que si le dispositif des comités locaux de transmission, il existe aujourd'hui et il a une certaine efficience, c'est parce que, un, il y a un partenaire financier qui a suivi. Deux, il y a des moyens humains qui ont été mis en place avec l'embauche de quelqu'un. Et trois, il y a des points, il y a des partenariats qui ont été mis en place avec les partenaires du territoire. Alors, les comités locaux de transmission, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous avez la carte des Alpes de Provence. C'est une carte qui a été découpée en 6 secteurs, donc en 6 comités locaux de transmission. Et ces secteurs, ils ont été construits à mi-chemin entre les territoires administratifs des communautés de communes, mais aussi avec la réalité géographique et sociologique des territoires. Par exemple, il arrive que certaines communes, bien qu'appartenant à une autre communauté de communes, soient sociologiquement plus raccrochées à un autre territoire. Et puis, ça a aussi été découpé pour faire en sorte qu'il y ait à peu près un nombre d'exploitants, qu'il y ait un nombre cohérent d'exploitants sur chacun des territoires. Donc ça, c'est le côté géographique. Ensuite, sur la constitution des comités locaux. Donc, les comités locaux de transmission, ils réunissent des organismes agricoles qui sont représentés par des techniciens. Donc, on va avoir des techniciens de la SAFER, de la MSA, des PNR, des parcs naturels régionaux, du Verdon et du Luberon. Et là, c'est bien des techniciens qui connaissent leur territoire, qui sont rattachés à leur territoire. Et puis, on va avoir des représentants syndicaux de chaque territoire, donc des représentants de la FNSEA, des villas et de la Confédération paysanne. Et là, ce ne sont pas des élus, ce sont la plupart du temps des adhérents de ces syndicats qui proviennent de ces territoires. Pourquoi? Parce que l'objectif de ces comités locaux, c'est de réunir autour de la table des gens qui connaissent bien les autres personnes qui habitent leur territoire et qui sont agriculteurs sur leur territoire. Et donc aujourd'hui, c'est 48 membres qui sont désignés au total sur ces comités locaux transmission. Et alors, comment on passe des DICA aux comités locaux transmission? Ça va me permettre de pouvoir répondre à la question de Guillaume Rimbaud. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une DICA? Pour redire un peu ce que tu as expliqué, Pauline. DICA, ça veut dire déclaration d'intention de cessation d'activité agricole. C'est un formulaire qui est envoyé par la MSA aux agriculteurs qui ont entre 57 et 58 ans. C'est un CERFA. Ils doivent remplir ce CERFA et dans ce CERFA, il y a des informations du type: avez-vous un repreneur?
ce repreneur est-il un jeune agriculteur? Et en fait, on fait part de si oui ou non on a un repreneur et quel est à peu près le profil de ce repreneur-là. Ces DICA doivent être remplis et renvoyés aux chambres d'agriculture. Bon, eh ben, pour répondre à votre question, Guillaume, c'est même moins 10% chez nous. Je dois en recevoir 2-3 par an sur à peu près 100 départs à la retraite, ce qui n'est pas très efficace pour établir une base de données et faire du repérage efficace. En tout cas, dans notre département, ça ne l'est pas. Et c'est pour ça que en 2015, ils ont l'idée de faire un partenariat avec la MSA et que la MSA puisse transmettre au conseiller de transmission les personnes qui ont été destinataires de cette DICA. On reçoit donc une base de données de la MSA avec les noms, les prénoms, les adresses et points, et la date de naissance de ces gens-là. Point. Et donc, entre 2015, il y a eu un premier comité local en 2015, un deuxième en 2017, et ensuite, j'ai repris ces comités locaux à partir de 2019. Et tant qu'il n'y avait pas vraiment de salariés qui étaient consacrés à ça, ça reste quand même assez lourd à porter et c'était un peu difficile de l'animer de manière efficace. Et donc justement, comment ça fonctionne un comité local transmission? Eh bien, c'est un comité local par an et par territoire. Donc, sur chacun des territoires, je vais rencontrer le conseiller SAFER. On va faire une réunion avec le conseiller SAFER de ce territoire, le conseiller MSA en protection sociale qui s'occupe de ce territoire, le représentant de la FNSEA qui est lui-même acteur, et voilà, et tous les acteurs autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on analyse cette base de données des personnes qui ont été destinataires de la DICA. Et on se dit, ben voilà, il y a monsieur machin. Est-ce qu'il y a un repreneur ou pas? S'il y a un repreneur, ben, il viendra voir la structure qui a envie de l'accompagner en temps voulu. S'il n'y a pas de repreneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une structure autour de la table qui est la plus propice pour aller rencontrer cette personne? Voilà, on se pose un peu des questions. Et puis, on s'échange aussi un petit peu des informations du type, est-ce que cette personne a des enfants? C'est quoi ses productions? Elle a combien de moutons? C'est où son estive? Voilà, on essaye de comprendre un peu la structure de la ferme et la situation de la personne. Et c'est pour ça que ces comités, il n'y a pas énormément d'acteurs autour de la table. Il y a un principe indispensable, c'est le principe de confidentialité. Et c'est pas un outil de démarchage. C'est un peu un observatoire local de qu'est-ce qui se passe de manière avec beaucoup de proximité sur le territoire. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir sensibiliser les gens à la transmission et de les accompagner du mieux qu'on peut en fonction de leur situation. Donc, je vous ai mis un ordre du jour type des comités locaux. Généralement, on rappelle le fonctionnement et la confidentialité. Ensuite, on se donne des petites informations pour la transmission. C'est quand les prochaines formations, les prochains événements, etc. Je donne des données autour de l'installation. Alors, moi, je dispose des données DGA puisque je travaille à la Chambre d'agriculture. Donc, ça me permet de donner des données de DGA, des profils sur leur territoire. Je donne également des informations sur le répertoire départ installation, s'il y a des offres qui sont apparaître ou qui ont apparu ou qui au contraire ont trouvé preneur. Et puis, on fait un point sur toutes les personnes qui étaient à contacter ou qui étaient repérées sans repreneur dans notre base de données. Et puis, on voit où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont avancé, est-ce que c'est compliqué, c'est quoi les freins, est-ce qu'ils ont des problématiques tellement fortes que ça ne rend pas transmissible l'exploitation. Voilà, on discute de ça. Et puis, à la fin de la réunion, on aborde les nouvelles personnes qui ont été destinataires de la DICA dans l'année. Donc, les DICA, chez nous, il y a 2000 agriculteurs dans le département des Alpes-de-Provence. Il y a à peu près 100 personnes qui partent à la retraite chaque année. Et contrairement à d'autres départements, nous, on a un contexte favorable
puisqu'on a à peu près le même nombre d'installations par rapport au nombre de cessations. Et ça fait même 2 ans qu'on a plus d'installations que de cessations. Je parle pas en termes de surface, je parle en termes d'actifs. Et ce qui signifie un peu, c'est que chez nous, il n'y a pas vraiment de problématique pour trouver un repreneur, ce qui n'est pas le cas dans d'autres départements où les fermes peinent à trouver des repreneurs. Donc ça change quand même le contexte, hein, ça je voulais le préciser. Et, euh, et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est que tout ce qui se fait à l'intérieur des comités locaux de transmission, donc c'est pas un outil de prospection, mais c'est quelque chose qui va se faire sur le temps long. On va suivre vraiment des personnes de l'émergence d'une idée de transmission à petit à petit ça se concrétise, ou parfois aussi ça permet de mettre en éveil aussi des situations très compliquées sur les territoires et aussi de se coordonner avec la MSA sur des situations difficiles que nous on peut repérer et de se mettre en lien avec d'autres. Voilà. Et aussi, ce que je voulais vous expliquer, c'est que la première année, quand on reçoit les 10 cas, on envoie un courrier à ces personnes-là pour leur expliquer les dispositifs auxquels ils peuvent faire appel sur le territoire. Et ça, c'est toutes les chambres d'agriculture de PACA qui font ça. C'est qu'elles envoient un courrier pour dire bonjour, il y a le point d'accueil de transmission, vous pouvez vous former, on a un juriste. On explique un peu toutes les dispositifs et les portes auxquelles ils peuvent aller taper s'ils commencent à réfléchir à cette thématique-là. Donc ça, c'est un peu l'étape 1, c'est on se réunit et on regarde les différentes situations qu'il y a sur ces 6 territoires de comités locaux. Et donc, en quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne? Là, je vous ai mis un... Alors, je suis désolée, j'ai pas mis à jour les données, donc elles datent de notre comité installation-transmission d'octobre 2024. Donc, sur ces 6 comités locaux du département, qui se réunissent une fois par an depuis 2015, on a une base de données de 650 agriculteurs qui ont plus de 57 ans. Sur cette base de données-là, vous avez en vert le nombre de personnes qui sont issues de cette base de données-là par territoire. Et en marron, c'est le nombre d'agriculteurs qui sont repérés sans repreneur ou qui sont à contacter. Et à chaque fois, on en a entre 20 à 40 agriculteurs par secteur qui sont repérés sans repreneur ou qui sont à contacter. Voilà. Et donc moi, à l'issue de ces comités locaux, j'ai ma base de données et ben, je prends plusieurs jours par an, jusqu'à 12 jours, où je contacte 50 à 80 agriculteurs chaque année. Et je leur dis bonjour, je suis Maïté Martinez de la Chambre d'agriculture, je fais un point avec les agriculteurs de votre secteur, je travaille sur le point accueil et transmission, je voulais vous présenter ce que je fais, est-ce que vous avez un repreneur ou pas, et j'essaye de dialoguer, de créer du lien avec les gens. Mon projet, c'est de tisser un lien de confiance avec les agriculteurs pour, pour les inciter à être accompagnés s'ils ont des difficultés. En tout cas, pour leur proposer. Voilà. Je suis pas là pour imposer, je fais pas du démarchage. Je suis là pour me présenter et essayer de mieux comprendre les situations des gens. Quand j'ai commencé à faire ce repérage-là, au départ, j'avais très peur que les portes se ferment. Et ben, c'est pas vraiment le cas parce que finalement, en tout cas dans notre département, c'est le cas. Notre chambre d'agriculture, elle est vraiment perçue comme un service public de proximité et de manière très générale, les gens sont très contents d'être contactés et pouvoir faire part de où ils en sont. Ça leur permet souvent de poser 2, 3 questions et très souvent la parcelle de subsistance revient chez nous, donc ça permet de répondre aussi à 2, 3 interrogations. Et quand il n'y a pas de repreneur, et ben moi je me dis, je vous contacte dans 1 an, 2 ans, et puis on discute, on voit où est-ce que c'est un projet. Et ça veut dire que dans ces 50 à 80 agriculteurs que je contacte chaque année, il y a des gens que je vais nouvellement contacter, et puis il y a des gens que je vais recontacter d'une année à l'autre. Et donc, qu'est-ce que ça donne en termes de cartographie? Là, je vous ai cartographié les comités locaux. Au total, j'ai contacté 292 agriculteurs, mais
ça représente beaucoup plus de contacts, puisqu'il y a des gens que je recontacte d'une année à l'autre, donc depuis 2019. Et puis, j'ai des secteurs qui sont... alors, vous connaissez pas mon département, mais pour vous expliquer, tout au nord de mon département, j'ai la vallée de l'Ubaye et la vallée de la Blanche. Je commence à avoir un petit effet de bouche à oreille. C'est une petite vallée où il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, mais j'ai été accompagnée par Maïté, tu peux peut-être la contacter pour ta retraite. Et ça m'a permis de développer pas mal ce secteur. Et si on regarde tout au sud, le secteur du plateau de Valensole et des gorges du Verdon, pour parler au plus grand nombre. Là, il y a une forte concentration d'agriculteurs et en fait, c'est en toute logique que je vais être aussi amenée à beaucoup contacter les agriculteurs de ce secteur. Voilà. Et donc, c'est quoi l'étape d'après? Parce que on fait du repérage, on discute de situations en comités locaux une fois par an, on fait ce suivi pluriannuel avec les différents acteurs qui sont autour de la table. Et l'étape d'après, c'est d'essayer de déclencher un rendez-vous au point d'accueil de transmission. Ça, c'est le dispositif principal que j'anime. Qu'est-ce que je fais au point d'accueil de transmission? C'est des rendez-vous qui sont gratuits, qui peuvent se faire de manière individuelle, en couple, entre associés, avec un repreneur, avec un autre organisme. Je peux faire aussi des rendez-vous au CERF France, par exemple, avec le comptable ou avec le juriste même de la Chambre d'agriculture. Je propose également différents lieux. Je travaille à Digne-les-Bains, qui est la préfecture de notre département, du lundi au jeudi. Puis le vendredi, je fais une permanence à Oraison, qui est donc au sud du département, afin d'aller chercher d'aller chercher ce territoire où il y a une forte concentration d'agriculteurs. Je peux me rendre sur l'exploitation quand je pressens qu'il y a un enjeu à aller rencontrer les gens. Ça peut être tout simplement que la personne a des difficultés physiques de déplacement, mais ça peut être aussi la personne n'a pas de repreneur. Pour tisser un lien de confiance, c'est parfois important d'aller se placer sur les fermes ou bien chez un partenaire. Et puis, une fois par an, je fais des permanences délocalisées, c'est-à-dire que je profite des réunions des comités locaux pour pouvoir organiser une journée des permanences délocalisées partout sur le territoire. Ça me permet d'aller chercher des gens qui sont très éloignés. Pour ceux qui connaissent les Alpes de Haute-Provence, enfin, pour ceux qui connaissent pas plutôt, c'est une succession de vallées. Fois à vol d'oiseau, on est à 20 km, mais il faut 1 heure et demie pour faire le tour et aller dans l'autre vallée. Donc, l'idée, c'est aussi, l'idée de notre chambre d'agriculture, c'est d'aller le plus possible proche des agriculteurs. Dans ces rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est très souvent la même chose. L'objectif, c'est de comprendre le fonctionnement de la ferme. Donc, je vais poser des questions sur les surfaces, les faire valoir, l'activité économique, le statut juridique, les aspects patrimoniaux. Une fois que je comprends la structure de la ferme, eh bien, on discute de l'état d'avancée du projet de transmission de la personne. Est-ce qu'elle a identifié un repreneur ou non? Si elle n'a pas identifié de repreneur, eh bien, vers quel profil elle imaginerait vers lequel elle se projette? Et puis, on présente les parcours d'installation, comment ça se passe, etc. Et à la fin de ce rendez-vous, les personnes peuvent repartir avec différents scénarios et un plan d'action. C'est quoi ma prochaine étape? Est-ce que je dois aller voir la SAFER ou bien un expert foncier pour faire expertiser ma ferme? Est-ce que je dois rencontrer un juriste ou bien un notaire pour défiler des signaux? Voilà, ils doivent repartir avec un plan d'action et les démarches qui sont à réaliser en fonction de ce plan d'action. Et puis souvent, c'est des personnes que je vais pouvoir suivre plusieurs années, parfois revoir 2, 3, 4 fois, parfois même au point d'accueil de transmission. Et aussi, je ne l'ai pas spécifié ici, mais lorsqu'il n'y a pas de repreneur, on peut accompagner au travers du répertoire des parts d'installation la rédaction d'une offre de transmission et l'accompagner dans sa recherche de repreneur. Alors chez nous, on a très peu d'offres RDI parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour 100 départs à la retraite, on a à peu près 100 installations. Donc concrètement, en fait, quand les gens viennent au point d'accueil de transmission, qu'ils n'ont pas de repreneur identifié, ça représente quand même 40% des gens que j'accueille au point d'accueil de transmission.
Une fois qu'on a démêlé les modalités de transmission, est-ce qu'il va vendre, est-ce qu'il va louer, est-ce qu'il va faire un peu un mix des deux, qu'on a démêlé le prix de tout ça, qu'on a vraiment discuté le profil, qu'on a écarté le profil idéal ou au contraire qu'on a un peu resserré le profil pour pas se disperser dans une recherche, c'est très souvent à ce moment-là que le repreneur apparaît chez nous par effet de bouche à oreille et parce que les choses sont clarifiées. Ça va être l'apprenti du voisin qui cherche à s'installer depuis un moment, le salarié qui finalement euh, décide de s'installer et serait OK pour une reprise. Et puis énormément aussi chez nous des enfants qui reviennent autour de la 30-40 ans et qui vont finalement reprendre les fermes des parents aussi. Ou un neveu, voilà. Donc, et au bout du bout, quand je viens à accompagner les gens sur du répertoire départ installation à la rédaction d'une offre, donc moi j'accompagne pas sur très peu sur de la vente, hein, j'accompagne essentiellement sur de la location. C'est que souvent il y a des difficultés qui sont soit d'ordre psychologique, comme tu l'avais relevé, Pauline, soit d'ordre technique. Hein, c'est qu'il peut y avoir des individus ou qu'il peut y avoir aussi des tutelles derrière. Et là, par contre, on rentre dans un processus long de transmission, de recherche de candidats et parfois aussi de gestion de conflits et tout aussi, ma toute casquette médiateur et accompagnateur de transmission. Donc voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et voici mes coordonnées pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Merci beaucoup. Eh Eh ben, ben, moi, maintenant, du coup, on va pouvoir passer au moment de discussion, le moment où vous allez pouvoir poser des questions ou partager vos retours d'expérience. Euh, c'est Yves, du coup, animer ce moment. Et puis, moi, je communiquerai les questions qui seront posées dans le chat. Voilà. Yves, je te laisse la parole. oui, ok, ben, Maïté, tu peux supprimer le partage d'écran si tu veux. Merci beaucoup en tout cas Maïté et puis les intervenants précédents parce que ça, je vois que ça suscite beaucoup d'intérêt et de questions. Donc devrait pouvoir avoir bonne demi-heure d'échanges assez riches là maintenant. Euh, donc donc on est encore 57 là autour de l'écran. Donc ça va être difficile de donner la parole à tout le monde, mais on va essayer de faire ça quand même le plus vivant possible. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous avez deux manières de poser vos questions. Il y en a déjà beaucoup dans le chat et William va de temps en temps peut-être les reprendre pour les remettre au débat. Mais on va essayer de démarrer par des questions un peu directes. Et pour ça, vous avez l'onglet réaction en bas hein, du Zoom où vous pouvez lever la main. Donc, il y a l'onglet lever la main. Donc, si vous avez des questions, je vois que Jean-Louis est déjà levé la main, mais donc vous levez la main au fur et à mesure que vous avez des questions ou envie d'intervenir ou de faire partager une expérience. Vous levez la main et ça apparaît sur mon écran dans l'ordre des levées de main. Donc, on va pouvoir organiser la discussion de façon la plus dynamique possible. On va prendre peut-être deux, trois questions par groupe de questions. Et quand elles sont fléchées, si vous vous exprimez, vous vous dites à qui vous l'adressez plus précisément, soit à Pauline, soit à Maïté, ou à quelqu'un d'autre, ou à William si c'est sur Alterfix. Bon, donc peut-être on va commencer par Jean-Louis, puisque pour l'instant c'est la seule main levée. Donc Jean-Louis, peut-être deux mots, puisqu'on n'a pas fait de présentation générale, vous dites très rapidement d'où vous parlez, quelles sont vos activités autour de l'installation. Oui, donc Jean-Louis Lecourt, Terre de Liens, Pays de la Loire. Si tu veux, tu peux peut-être mettre ta caméra si tu veux. Eh ben voilà. Tout à l'heure on te voyait donc. Oui, c'est vrai. Oui, mais on a un meilleur débit sans caméra.
Ouais, Oui, donc Jean-Louis Lecourbe, Terre de Liens, Pays de la Loire, et particulièrement en Maine-et-Loire. Alors, j'ai participé pendant 3 années à une opération de la région qui s'appelle Territoire pilote pour l'installation et la transmission. Ces organisations, ces choses-là se sont faites sur des grosses communautés de communes avec un tour de table quasiment exhaustif, c'est-à-dire vraiment tout le monde, même les banques, même les assurances, les organismes techniques, tous les syndicats et autres. Un gros chèque de la région aussi, quelques projets. Et tout ça, ça a fonctionné pendant donc 3 années avec tout un panel d'actions. Et finalement, au bout du compte, eh bien, zéro installation. Et même, il y a même un élu de cette communauté de communes qui a vendu sa ferme à un gars qui avait déjà pas loin de 1000 hectares. Alors, je voudrais demander donc à Maïté comment ils ont réussi à ce qu'il y ait des installations, même si les caractéristiques de leur région, de sa région, sont quand même pas les mêmes que chez nous. Merci. Oui, bon, alors déjà, justement, ce qui est facilitant, c'est qu'il n'y a pas d'objectif Maïté, proprement parler. Maïté, on a des petites coupures là dans. Je sais pas si c'est une question de micro ou de Ah, alors attendez, je vais essayer de. Est-ce que. d'améliorer. Et là, vous m'entendez? Oui, Ouais. Euh, justement, ce qui est facilitant, c'est que ce dispositif, il n'a pas vocation à justifier qu'il y ait des installations à tout prix derrière. Dans le sens où nous, on ne peut pas le quantifier. Ça, on peut suivre quelques installations, on peut voir que ça permet de faire de la mise en réseau, que ça permet à tout le monde de mieux identifier des situations, mais il n'y a pas d'objectif chiffré à ça. Malgré tout, ce qu'on constate dans notre département, c'est que ça fait 2 ans qu'on a autant d'installations que de cédants. Que c'est sans doute pas lié à la seule action des comités locaux de transmission, mais qu'en tout cas, ça y contribue à une meilleure compréhension du territoire et une mise en réseau des acteurs. Et puis, je réponds à votre question et ça me permet en même temps de répondre à la question de Ludovic Mandy qui dit comment on peut quantifier justement un peu ce profil d'installation. Quand j'ai commencé en 2019, au point accueil transmission, les gens que j'ai accueillis, à 80%, ils allaient cesser leur activité fin 2019. Donc, c'est des gens qui venaient me voir pour voir si les papiers de la retraite, c'était OK, si j'avais bien fait dans l'ordre et tout ça. Aujourd'hui, les 2 tiers des personnes que j'accueille au point accueil transmission, ce sont des gens qui vont prendre leur retraite soit à plus de 3 ans, soit qui n'ont pas encore posé de date. Ça veut dire que notre objectif, qui était de faire en sorte que les gens anticipent, il est atteint. Et c'est ça l'indicateur que nous, on a. C'est de se dire, ben, derrière, on a quand même un département qui est attractif en matière d'installation. On arrive à encore, aussi grâce à l'action de la SAFER, à canaliser les prix du foncier pour rendre accessibles ces installations. Et on arrive à accompagner sur la transmission et à faire en sorte que les gens l'anticipent le plus possible pour aller vers des transmissions en cadre familial. Et le deuxième chiffre que j'ai, c'est que les accompagnements que je fais, c'est 40% d'accompagnement de transmission hors cadre familial. Donc, c'est les indicateurs que je peux donner. Après, en matière d'installation pure, je n'ai pas ces données. Il faudrait que je fasse une enquête pour vraiment regarder ça. Ok. Merci Maïté pour la réponse là et le complément. Mais Jean-Louis, tu as peut-être des explications sur l'échec Pays de Loire. disons qu'il y a déjà une chose, c'est que l'élevage est un petit peu en perdition, même si tout de suite on vend de la viande à 6,50. Et qu'on a une céréalisation assez importante. Maintenant, il y a même on commence à avoir de la déprise en viticulture aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a des terres qui qui se libèrent et puis personne ne veut s'installer dessus. Par ailleurs aussi, on a
nombreuses installations de méthaniseurs et les méthaniseurs demandent des surfaces soit en culture intermédiaire, soit directement du maïs, même si ce n'est pas déclaré. Et tout ça, ça contribue à quasiment la disparition d'élevage. Mm. Et d'un autre côté, bon, bah, chacun sait que l'élevage est quand même extrêmement prenant, même si certains aujourd'hui ont des robots de traite. Malgré tout, il faut être, comme on dit, au cul des vaches tous les jours. Et ça facilite pas toujours les vocations. Ouais. Alors, c'est un autre débat, on pourra peut-être faire un webinaire là-dessus, parce que c'est le sujet aussi dans l'Orne que tu connais, Ah oui, bien sûr. et la reprise des fermes laitières. Bon, n'hésitez pas à lever la main, sinon je vais peut-être demander à William s'il a déjà sélectionné quelques questions du chat là, auxquelles qu'on n'a pas abordées. Bah, Ludovic, vas-y, puisque tu as posé plusieurs questions. Bonjour, ça fera un petit peu biais sur les questions que va regarder William. Ludovic m'a dit, je suis un des 8 cofondateurs là, de l'Alterfix, et je me posais des questions sur un peu ce qu'on avait comme chiffres. Alors, tu as donné des choses, Maïté, déjà, mais de statistiques sur l'augmentation de la préparation à la transmission. Ah, moi, j'avais imaginé la fréquentation du point accueil transmission. Est-ce que ça pouvait être un indicateur? Mais est-ce que entre avant 2019 et aujourd'hui, on a une augmentation? Voilà. Et la deuxième question, c'était plutôt sur les rencontres individualisées là avec les cédants. Est-ce qu'elle était payante, gratuite, et sinon comment elle était financée? Voilà, merci. Merci, Ludo. Alors, la fréquentation du point accueil transmission, elle est assez stable depuis 2019. Elle a été en légère augmentation pour atteindre un palier entre 60 et 70 agriculteurs rencontrés par an pour accueil transmission. Mais on est déjà parti de très haut, parce qu'on a communiqué très fort, très vite, et très vite, quand j'étais embauchée, j'ai passé 2 ans à appeler les gens dans le cadre du comité local transmission. Donc, ça a permis aussi de se rencontrer, voilà, de faire venir des gens. C'est plus sur le profil des gens aujourd'hui que ça a beaucoup évolué. Et c'est là où c'était intéressant, ça a marqué cette évolution-là. Et aussi, je suis sortie très vite de l'accompagnement uniquement de transmission familiale. Je rencontre les parents et les enfants à 6 mois du départ à la retraite. Là, je rencontre vraiment des gens qui savent même pas où est-ce qu'ils vont aller. Et je sais pas si ça répond à ta première question. OK. Et pour la deuxième question, qui était l'aspect financier, c'est totalement gratuit. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Et parce qu'on a un conseil régional qui a décidé de suivre à l'échelle régionale. Et c'est pour ça que je vous dis, euh, quand on a un acteur financier qui nous suit, qu'on a des moyens humains qui sont mis derrière et qu'on a des partenariats forts sur le département, eh ben, pour moi, c'est un peu les clés d'un dispositif qui fonctionne. Merci Merci. beaucoup. Euh, William, est-ce que tu veux, qui suit le chat, est-ce que tu vois quelques questions qu'on peut remettre en discussion et même proposer éventuellement à ceux qui les ont mises dans le chat de les formaliser par oral? Du coup, je prends des notes, donc c'est plutôt Pauline qui suit le Oui, chat. bon, si c'est vous, Pauline, hein. J'avais une question justement sur la place du conseil régional. Là, ce que vous avez porté, c'est plutôt au niveau départemental avec la Chambre d'agriculture. Est-ce que dans les autres départements de la région, il y a une dynamique similaire? Est-ce que le conseil régional, vu le succès, entre guillemets, de cette démarche, a voulu aller plus loin dans les autres départements? Ou est-ce qu'il y a eu des freins aussi au niveau des chambres d'agriculture? Euh, je laisse En commencer. fait, c'est marrant, tout à l'heure, Pauline, elle a mis les différentes manières de faire du repérage. Et dans les autres départements, il existe d'autres manières de faire du repérage. Mais aujourd'hui, il y a justement notamment une dynamique qui s'est opérée avec la MSA Provence-Azur et les chambres d'agriculture du 06 13 83, pardon.
Et ces gens, justement, aujourd'hui, sont en passe de mettre en place des comités locaux de transmission sur un modèle qui n'est pas exactement celui-ci, qui sera celui qui leur convient le mieux par rapport à leur territoire, et pour mettre en place un repérage au travers des 10 cas. Ouais, donc votre modèle, entre guillemets, est en train d'essaimer un peu sur la région. Il est en train d'essaimer. Après, il est pas parfait. Il Mm. correspond bien à notre territoire Mm. et à l'historique de notre territoire. Et je suppose qu'il y a des manières de l'améliorer ou de l'adapter sur d'autres territoires. Mm. La Chambre d'agriculture du 04, elle a un bureau élargi. C'était la demande de notre président, Frédéric Esmiol, qui n'est plus président aujourd'hui, qui prend sa retraite tranquillement. Et il a créé ce bureau élargi aux autres syndicats qui avaient obtenu aussi des voix. Et, euh, et ça a permis très tôt qu'il y ait des discussions intersyndicales qui s'opèrent. Donc moi, quand je suis arrivée en 2019, j'étais un peu en terrain conquis. C'était trop facile, j'ai envie de dire. Quand les comités locaux existaient déjà, l'idée de travailler de manière syndicale, Mm. c'est Est-ce à que reprendre un outil à la quoi. il y a des il y a des micro-coupures, je ne sais pas si c'est lié à ton micro ou à la connexion. Je sais Je vais enlever mon micro et vous allez me dire si vous m'entendez. pas. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Désolée. Pas de souci. Ouais. Donc, donc Je vais répondre. tu disais que vous aviez la chance d'avoir une chambre qui est assez consensuelle, qui a permis à tous les syndicats de participer à la décision dans un esprit de service civique tel que doit le faire la chambre. C'est ce que tu as expliqué, c'est ce que je comprends en tout cas, et que ça a facilité un peu le partage d'informations et de travail par la suite. C'est ça que tu expliquais. Oui, et puis on est un territoire très rural, donc en fait les agriculteurs ils se connaissent entre eux et ils peuvent avoir des obédiences syndicales différentes, mais ils sont voisins et parfois ils sont même dans les mêmes groupements. Ça facilite aussi cette Mm. proximité entre finalement les paysans de mon territoire. Mm. Et alors, il y a un point qui ressort souvent, c'est la DICA. Et donc, on a vu dans ce qu'a présenté Pauline, que aussi bien dans les Hautes-Alpes, mais c'était le cas aussi en Alsace, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, l'accès non pas aux résultats de la DICA, comme on l'a dit, c'est souvent moins de 10% de répondants, mais l'accès à la liste d'envoi, c'est-à-dire l'exhaustivité des agriculteurs du territoire qui reçoivent cette liste-là, paraît être un point quand même clé de démarrage d'un processus de ce type-là. Est-ce que, est-ce que ça s'est fait facilement, naturellement? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des expériences de mutualisation de cette base de données dans d'autres territoires? Je crois que ça me paraît être un des éléments clés hein, quand on veut construire un dispositif assez performant, cet accès à cette liste-là. Donc vous, ça s'est fait assez naturellement? Je dirais pas que ça s'est fait de manière naturelle parce qu'il y a quand même des contraintes de RGPD comme ça a été évoqué. Ceci dit, à nouveau, je pense que la chance de notre territoire, c'est d'être un petit territoire. Tous les conseillers MSA, Chambre d'agriculture, DDT se connaissent. Il y a une proximité aussi entre services qui font que du coup, il y a plus de facilité à faire émerger ce genre de projet. Donc moi, j'étais pas encore née à la Chambre d'agriculture quand ce partenariat a, a été mis en place. De ce que j'en sais, c'est que mon chef de service connaissait plutôt bien la personne de la MSA et c'était dans les premières expérimentations de rendez-vous MSA Chambre d'agriculture qui se sont dit ça pourrait être intéressant d'aller plus loin et c'est aussi de ces discussions-là que sont nés les comités locaux. Mais on va dire qu'il s'est quand même écoulé 3 ans entre 2012 et 2015 où ça émerge
Et là où je pense que notre expérience, elle est intéressante pour les autres départements, c'est que ça a permis de décoincer d'autres MSA pour établir ce genre de partenariat. Parce que c'était un peu ça la contrainte aussi des autres départements, c'était de ne pas avoir le même privilège que nous sur cet accès Mm. à cette base de données. Mm. Donc, quand la MSA, dans certains endroits, nous dit on ne peut pas partager cette information, bah, il y a des exemples maintenant qui montrent que c'est possible et que ça peut fonctionner. Hmm. Bon, donc bah, ça a suscité de nouvelles questions ou de nos Guillaume de 56 du Morbihan, ensuite Pauline et ensuite de nouveau Jean-Louis. Du coup, vas-y Guillaume. Ouais, bonjour, donc je suis Guillaume Rimbaud au GAB 56. J'ai notamment en main le dossier transmission sur lequel on s'investit depuis quelques années un peu plus. Et donc je voulais réagir par rapport à la question qui était posée sur le partage de bases de données qui semble cristalliser pas mal d'interrogations. Pour témoigner d'un travail qu'on a fait du coup avec le CIVAM 35 et 56, donc là qui avait été enquêté par Pauline, et pour lequel on est allé voir les fermes en porte-à-porte, et bah, pour aller voir les fermes, il a bien fallu savoir lesquelles aller voir. Et on s'est appuyé du coup dans ce cas-là sur une communauté, enfin le communauté d'agglomération qui avait des listings et qui nous donnait ces listings-là. Donc c'est aussi un autre biais, une autre entrée possible voilà, pour aller choper des contacts. Et donc là, ça s'est fait dans le cadre d'un PAAT, projet alimentaire, agricole et territorial. Ok, donc en plus J'ai du pas tous les portable, rouages de tout ce qui s'est passé, parce que c'est pas moi qui pilotais, mais en tout cas, voilà, c'est. c'est-à-dire que le porte-à-porte s'est appuyé à la base sur des listings Oui, euh, c'est ça. Oui, assez exhaustifs pour pouvoir tout à fait. sélectionner, effectivement. Parce que la question qui revient souvent, même y compris dans le bocage, c'est que l'exhaustivité, à la différence, d'ICA, il n'y a pas grand monde, mais l'exhaustivité, ça, on peut s'y noyer aussi. Et donc, l'intérêt, c'est d'arriver à avoir sur un fichier, à cibler peut-être des fermes intéressantes pour des porteurs de projets qui arrivent souvent avec pas une installation classique, mettre ses pieds dans les chaussons du prédécesseur, mais qui ont envie parfois de créer des collectifs ou des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de pouvoir cibler aussi des fermes cédantes qui peuvent aller vers ce type d'installation. Alors, je reprends dans l'ordre. Pauline, Jean-Louis et Christophe ensuite. Pauline, tu voudrais ramener des compléments là? Oui, merci. C'était surtout pour faire remonter les questions du chat. Donc dans le chat, on a quelques questions sur l'alterfixe et le périmètre d'action, comment on peut organiser des week-ends alterfixe. Donc ça, William est en train d'y répondre directement dans le chat. Mais peut-être du coup la question de Qmar S pour l'ADR 48 qui demande à Maïté si vous travaillez avec le réseau Impact et pourquoi. Et puis qui demande aussi un retour sur l'usage du RDI, donc du répertoire départ installation, en témoignant que dans le département 48, donc il semble assez peu utilisé. Voilà, si Maïté, tu veux y répondre directement. Ben oui, ça nous arrive de travailler avec le réseau Impact. On n'a pas de partenariat à proprement parler avec le réseau. Dans le 04, une fois par an, on co-organise avec l'ADR du 04 une rencontre autour de la transmission. On appelle ça les rencontres de la transmission. J'ai d'autres collègues sur d'autres activités qui vont travailler avec Agribio 04, par exemple. Mais le CIVAM, l'ARDEA, la Confédération paysanne PACA, toutes ces structures régionales, elles sont plutôt basées autour de Cavaillon, qui est assez loin de chez nous et finalement qui opère des partenariats plutôt par là-bas.
c'est rare que je vois des personnes du CIVAM dans notre département. On n'est pas particulièrement fermé à ce genre de partenariat. Et puis, l'usage et l'efficacité du RDI, en fait, comme je vous expliquais déjà tout à l'heure, c'est que les fermes que j'ai pu accompagner jusqu'au RDI, où il n'y a pas de repreneur qui émerge, c'est souvent des fermes qui ont des difficultés de transmission. Une ferme qui a un coût de reprise correct, qui a un logement et que les cédants restent pas sur place. Euh, c'est la dernière ferme que j'ai pu mettre comme ça sur le RDI, elle a fait une semaine. J'avais 60 candidats et tout de suite, c'est embrayé un stage de parrainage derrière avec un des candidats. Par contre, il y a des fermes sur le répertoire départ installation où il a fallu vraiment travailler à conserver tous les propriétaires autour, conserver le groupement pastoral, se mettre en lien avec un juge des tutelles, où là, ça prend tout de suite des transmissions qui durent 1 an, 2 ans, faut trouver le porteur de projet qui s'accroche. Voilà, c'est pas évident. Donc, il est peu utilisé chez nous, le RDI parce que soit les fermes elles sont vendues au travers de la SAFER, soit finalement il n'y a pas vraiment de difficulté à trouver un candidat une fois qu'on a levé tous les freins en accompagnement. Et par contre, ce qui émerge beaucoup chez nous, c'est la recherche d'associés. On a un département, on a quand même 30% de GAEC. Et ben, on a justement, au travers des comités locaux de transmission, c'est une thématique qui a été soulevée de se dire, mais que vont devenir ces 30% de GAEC où bientôt les parents vont prendre la retraite? Parfois, il y a un enfant qui a intégré le GAEC, mais il est fait pour faire vivre plusieurs actifs. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe à travers ça? Et donc, il y a quelque chose qui s'opère autour de la recherche d'associés aujourd'hui. Et le RDI est plutôt utilisé pour ça, mais c'est très très long, c'est peu efficace, c'est pas encore, comment dire, c'est pas naturel chez nous que d'aller intégrer un GAEC existant. Ça, j'ai l'espoir que ça vienne, mais c'est pas encore le cas. Donc oui, c'est peu utilisé en soi. C'est le bout de la chaîne. Ok, Ça répond oui, à votre question? je suppose, oui. Yes, c'est tout bon. Il est, Je vous remercie. ouais. Il y a Christophe et Jean-Louis. Je vais peut-être donner la parole à Christophe en premier, comme Jean-Louis a déjà parlé, il passe en second. Vas-y, Christophe. Oui, bonjour, Christophe Perrault, Institut de l'élevage. Donc, je travaille au département économie, mais notamment sur cette question du renouvellement des actifs qui prend des dimensions assez spécifiques dans le domaine de l'élevage, comme ça a été signalé. Donc, merci pour cet éclairage là sur les, les Alpes de Provence là, mais par, par rapport au constat qui est presque surprenamment optimiste, là, autant d'installations que de départ, voire plus. Donc j'avais envie de revenir sur deux questions. Il y en a une que vous avez abordée sur la question des GAEC, là, parce que effectivement, dans un certain nombre de situations, on est face notamment dans le secteur de l'élevage, à des questions de remplacement partiel d'associés dans les GAEC. Donc là, vous avez l'air de dire que c'est pas si facile que ça. Et c'est vrai j'ai fait une étude pour le CNIEL, l'interprofession laitière, qui montrait que notamment le RDI était un outil très peu performant pour attirer des associés GAEC. Et puis, il y a une question qui n'est pas apparue, c'est je pense que dans les Alpes de Haute-Provence, comme ailleurs, il y a une partie des installations qui sont des créations d'activités agricoles et pas des reprises. Donc autant d'installations que de cessations, ça ne veut pas dire 100% d'exploitations qui sont reprises. J'imagine qu'il y a aussi des créations. Donc qu'il y a quand même une partie des, des exploitations qui aimeraient être cédées, qui partent à l'agrandissement. Donc, est-ce que vous pouvez nuancer un petit peu le constat sur autant d'installations qu'au départ? Quid des remplacements d'associés de GAEC et quid des créations d'activités? Merci, Christophe, pour ces trois questions qui s'adressent à Maïté,
principalement. Oui. Alors, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est mauvais. Voilà, on parle en termes d'actifs, on ne parle pas en termes de surface. Déjà parce que j'ai pas assez en termes de Moi, j'ai des surface. coupures assez fortes, en fait. Je sais pas si, peut-être qu'il De- si vous me parlez plus près du micro, peut-être que ça irait mieux. Je suis désolée, je Excusez-moi. sens qu'il Ah, là, c'est pire, je crois. Non. c'est pire. Mince. ouais. Comme ça, vous m'entendez? Mhm. Là, Là, ça c'est va. bien. Ok. Donc, je vais essayer de répondre aux deux questions par rapport à la question des GAEC. C'est clairement quand on a fait le comité local de transmission dans notre vallée de l'Ubaye et de la Blanche, dont je vous ai parlé au début, qui est au nord du département, qui est un territoire alpin. Il s'avère qu'il y a énormément de GAEC, puisqu'il y a beaucoup d'élevage. Chez nous, on a dominante d'élevage ovin-viande sur de l'élevage extensif avec du grand pastoralisme. Et donc, cette question est effectivement arrivée sur les freins et les craintes qu'il y avait à l'intégration d'un nouvel associé hors cadre familial sur ces fermes-là. Et il se trouve que sur le territoire, il y avait un membre du comité local transmission qui était agriculteur et qui justement travaillait à On intégrer. l'appelle, Miko? Non, je pense pas. Si vous pouvez couper vos micros pendant que les intervenants parlent, merci. Et qui travaillait enfin qui recherchait, je l'accompagnais sur sa recherche d'associés. Donc il avait trouvé un premier associé, il avait fait un stage de parrainage, ça n'avait pas fonctionné. On a relancé la recherche d'associés en affinant. On a trouvé un autre associé qui a également fait un stage de parrainage. Cette fois-ci, c'est l'associé qui a, le porteur de projet qui a décidé de ne pas rester. Et à ce moment-là, ils avaient envie de faire un bilan, de dire, en fait, comment on peut mieux intégrer quelqu'un à l'intérieur de la structure. Et ils m'ont demandé de les accompagner là-dessus. Là où moi, j'avais pas de compétences là-dessus. Je leur ai dit, je veux bien regarder qui fait ça dans le réseau. J'avais une collègue dans la chambre d'agriculture de l'Isère qui accompagnait là-dessus. Et j'avais également quelqu'un qui s'appelle Antoine Carré, qui je crois est parti à la retraite désormais, qui était à Lyon et qui travaillait pour la structure TRAM. Donc pour vous dire, les premières personnes qui accompagnaient sur le plan humain en région PACA, c'était l'Isère et Lyon. Et donc, à l'issue de ces comités locaux, on a décidé de co-organiser avec l'ADA des rencontres de la transmission sur cette thématique-là. Et c'est à l'issue de ça que on a décidé de former un médiateur et un accompagnateur en relations humaines là-dessus, et que ce soit le conseiller de transmission qui le fasse pour aussi dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul, on peut être accompagné. Alors, c'est tout jeune. Comme vous voyez, les comités locaux de transmission, on commence à voir ses fruits maintenant. Il y a des transmissions que j'accompagne de gens que je contacte depuis 2019. J'imagine que je verrai les fruits de ça aussi dans quelques années. Ceci dit, je fais une dizaine d'accompagnements par an quand même sur ce genre de transmission. Mais on n'est pas encore dans le dur du départ en retraite de ces GAEC-là. Mais les 10 prochaines années, ça va arriver. Et ça va se poser. Oui. Et c'est grâce à quelques exploitations où ça a un peu fonctionné, où ça marche, qu'on arrive à lancer la dynamique de hey, ça marche. On peut s'associer et avec des gens qui sont pas forcément de sa famille et avoir un fonctionnement qui soit sain et sans conflit. Enfin, sans conflit, ça n'existe pas. Mais qui soit sain dans la gestion Et de conflit. sur les créations Et d'activités? sur les créations, c'était un peu là-dessus qu'on était allé chercher la MSA pour savoir c'est quoi qui est enfin, personne a ces données-là. Les données que je peux donner là-dessus, c'est que sur la DGA, nous, c'est à peu près 60 DGA 60 à 70 DGA sur les 100 qui s'installent. Là, je peux donner des données. Et c'est à peu près 30%. Attendez, je vais reprendre mes chiffres pour pas dire de bêtises. C'est 60% de création et après, c'est réparti 20% sur de la reprise à l'intérieur de GAEC
aux reprises de transmission, aux reprises de parts sociales et 20% sur de la création pure de GAEC. Mais il y aurait 60% d'installations en création d'activités agricoles? Ça que Sur vous de la dites? DGA, ouais. C'est énorme en fait. Ouais. Parce qu'au niveau Après, national, c'est bien. Bon, c'est significatif, mais c'est bien. J'ai le chiffre pour la Bretagne, c'est 18% sur les DGA, ce qui est déjà pas mal. Mais donc là, effectivement, si vous avez 60% de création d'activités agricoles dans les installations, même aidées, ça veut dire qu'il y a quand même des exploitations qui sont pas reprises en fait, non, ça veut en dire tant que telles. qu'il y a Donc en fait, exploitations qui votre, sont votre équilibre apparent entre installation et départ, il cache des mouvements un peu En fait, complexes c'est au pas niveau des si structures simple. agricoles. C'est pas si simple. Hmm. C'est pas si simple parce que, en fait, dans ces 60%, il y a aussi des gens qui vont s'installer via des acquisitions SAFER. Et parfois, ce sont des fermes qui ont été divisées et qui ont été divisées Oui, en 3 installations, par oui, exemple. oui, Mm. Pourquoi? Parce que chez nous, oui. on a une dominante d'ovins, Hmm, on a une dominante de grandes cultures et après, on a énormément de diversité derrière hmm, hmm. sur les productions. Et les fermes qui sont un peu disloquées comme ça, quand elles sont vendues au travers de la SAFER, elles vont être allotées Ouais. et ça va pas forcément être la même production qu'il y a Hmm, derrière. hmm. Donc, aux yeux de la statistique, ça veut pas dire reprise, mais en Oui, soi, oui. c'est de la Hmm, reprise de hmm. terre agricole, quoi. Oui, ben on part Les forcément, on part reprises presque un toujours de pour un, foncier quand même, c'est logique. c'est pas aussi Logique. évident que ça, quoi. C'est Hmm. 20%. Bon, Merci euh, en tout cas. mer- Merci. merci Christophe et Maïté. Je vois que le débat aurait pu continuer longtemps autour de ça. Bon, mais il est 30 et il y a Pauline qui voulait faire une petite conclusion et donner quelques informations pour la suite. Jean-Louis, est-ce que ça te frustre si, ou Non, alors, non, que 2 mots seulement. Si on veut, je voulais connaître le niveau de légitimité qu'on peut avoir pour questionner la MSA sur les envois de demandes de DICA, d'une part, et d'autre part aussi pour entrer et pour les mouvements dans les GAEC, il y a aussi GAEC et société qui interviennent là-dessus. Ah, je suis formée par GAEC et Société et je suis accréditée par GAEC et Société. En Ah fait, ben voilà. ils, ils forment des gens sur les territoires. Nous, on n'a pas de structure départementale, mais ils forment des gens sur les territoires. sur cette question de l'accès aux données de la MSA, on pourra, hors réunion, continuer éventuellement les échanges, le partage d'échanges à ce sujet-là, parce que c'est un élément important de la réussite. Bon, merci en tout cas pour toutes les questions. Il y en a eu beaucoup dans le chat et on pourrait continuer longtemps. Mais on va essayer de respecter les horaires qu'on s'est donnés. Et Pauline voulait essayer de tirer quelques enseignements là, de cette première réunion. Ouais, merci. Merci beaucoup pour votre participation, votre écoute. Simplement revenir du coup sur ce qui a été dit pendant la discussion pour souligner donc Maïté, tu soulignais que l'expérimentation des Alpes de Haute-Provence, ça correspond aussi aux conditions du territoire, qui est donc un petit territoire où il y a beaucoup d'interconnaissances, mais que ça a permis d'inspirer les territoires autour, notamment sur le partenariat avec la MSA. Et puis, tu mettais aussi en avant la volonté des élus, euh, donc les élus ici de la Chambre, mais dans d'autres expérimentations, ce sont les élus des collectivités locales qui sont moteurs. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est ce besoin d'avoir des structures motrices sur la question de la transmission pour réussir à faire ce repérage, notamment parce que on a besoin de coopération interstructure pour que le repérage soit vraiment efficace. Euh, et puis, en fait, une problématique qui reste, j'ai l'impression, c'est la question de la temporalité dans la transmission, où en fait, c'est nécessairement un processus long et donc qui nécessite de, de la patience, de prendre du temps, et c'est pas toujours ce qui est facile dans les dynamiques d'action publique qu'on connaît aujourd'hui. Euh, voilà pour une petite conclusion. Peut-être maintenant pour revenir sur les suites.
de cette étude et puis des actions de l'Alterfix. Donc vous recevrez en début de semaine prochaine la diffusion de la synthèse écrite et la vidéo de ce webinaire, ainsi que le diaporama. Ils seront accessibles sur le site internet de l'Alterfix, mais vous les recevrez également par mail. Et puis pour visibiliser qu'on s'appuiera sur tout ce travail fin septembre pour proposer une journée d'études sur le repérage des cédants en Normandie avec les acteurs normands sur le sujet. Voilà pour les suites sur l'enquête. Et puis dans les actions de l'Alterfix, on voulait visibiliser que donc il y a des actions un peu des actions qui font partie de du cœur de l'association, qui sont donc les week-ends en Mayenne et dans le Lot-et-Garonne en octobre et novembre, et puis le camp Alterfix dans l'Orne qui sera du 22 octobre au 1er novembre, donc à destination des porteurs et porteuses de projets. N'hésitez pas à en parler autour de vous ou à relayer l'information auprès de porteurs de projets, porteuses de projets intéressés. Et puis en septembre, on a une campagne de financement participatif avec le soutien de la Fondation 1% pour la planète. Voilà, je remets les visuels ici. Et puis, oui, simplement vous remercier pour votre écoute et pour le partage des expériences pendant la discussion. C'était très intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous n'avez pas pu le partager ou s'il y a d'autres réflexions qui vous viennent, à nous les renvoyer par mail pour compléter le travail et puis continuer la discussion à ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Merci Merci à tout beaucoup. le monde. Merci à tous les participants et aux intervenants. Merci, au revoir, Merci. Au bonne revoir. fin de journée. Au revoir, bon après-midi. Au revoir. Salut Jean-Louis. Au revoir.